Alors, pour ce qui est du rajeunissement facial, il y a plusieurs choses à prendre évidemment en considération. Voilà. Le visage, c'est quelque chose qui vieillit évidemment, comme tout le reste, et les structures en général se modifient, les structures du visage, et parce qu'elles luttent contre l'apesanteur depuis la naissance, et progressivement les structures se relâchent, et ainsi vous avez ce qui apparaît classiquement, les sourcils qui s'abaissent, la queue du sourcil qui s'abaisse, avec donc les paupières qui sont alourdies. Ensuite, vous avez le cerne qui apparaît. Vous avez ensuite la graisse de la joue qui descend, donc le sillon ici qui se marque davantage, le sillon nasogénien. Puis vous avez la bajoue qui apparaît. Et puis en dernier lieu, en général, un petit peu plus tard, vers la soixantaine, eh bien, vous avez ce qu'on appelle vulgairement les fanons, c'est-à-dire ces deux cordes du muscle platysma ici qui apparaissent et qui gênent beaucoup également les femmes. Donc ça, c'est l'aspect relâchement, et donc un des aspects du rajeunissement, ça va être de remettre en tension, de remettre en place ces différentes structures. Vous avez également d'autres choses. Vous avez l'aspect volume, c'est-à-dire que vous avez des structures aussi qui se vident et qu'il sera éventuellement possible de traiter par comblement en général soit avec de l'acide hyaluronique ou alors avec le mieux évidemment, la référence, c'est avec la propre graisse du patient. Cette technique qu'on appelle la lipostructure ou le lipofilling. Enfin, dernier aspect, c'est l'aspect de la peau, c'est-à-dire que la peau elle-même vieillit, évidemment. Et là, c'est vrai que nos collègues dermatologues sont plus armés que les chirurgiens pour traiter cela, avec tout un tas de procédés qui vont du peeling au laser, et en passant par d'autres procédés également. Donc les gestes chirurgicaux, ils sont multiples, mais ils sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire que le principe, comme je le disais tout à l'heure, c'est de remettre en tension des structures qui se sont relâchées, que ce soit ici au niveau des paupières, que ce soit ici au niveau de la partie moyenne du visage, que ce soit au niveau de la partie inférieure. En réalité, ces structures qui se sont relâchées ont été parfaitement identifiées sur le plan anatomique. Elles font partie d'un système musculo-aponeurotique qu'on appelle le SMAS, système musculo-aponeurotique superficiel, qui a été décrit dans les années 80. Ce sont ces structures, et non pas, comme on le pense souvent, la peau, que l'on va remettre en tension. Si vous agissez uniquement sur la peau, c'est ce qu'on faisait avant, évidemment, vous avez un résultat très partiel. Vous avez un résultat qui n'est pas fiable, qui ne va pas durer dans le temps. Et en plus, vous allez avoir une tension importante. Alors que on refixe toutes les structures sous-jacentes, musculo-aponeurotiques, et donc la peau ne vient finalement qu'en dernier lieu, sans véritable tension, pour fermer, pour terminer l'intervention. En dehors de cette intervention de base, de remise en place de ces structures, il y a des procédures que l'on peut additionner, mais pas systématiquement. Intervention sur les paupières. L'injection de graisse. On prend la propre graisse du patient, on la centrifuge et on la réinjecte à des endroits qui ont perdu du volume. Par exemple, ici, les joues, les cernes, la partie supérieure du sourcil. Vous avez la possibilité également de faire des dermabrasions, c'est-à-dire d'effectuer une abrasion de la peau, par exemple au niveau du pourtour de la bouche, lorsqu'il y a ce qu'on appelle vulgairement, pardon, c'est un peu trivial, mais le code-barre, c'est-à-dire ces rides verticales là aussi qui gênent beaucoup les femmes, succion du cou, lorsque vous avez une surcharge graisseuse qui est vraiment localisée au niveau du cou. Et puis dernière procédure qui est très très utilisée, mais qui se fait souvent en dehors de la chirurgie, c'est la toxine botulique que l'on utilise pour traiter les rides frontales, les rides de la patte d'eau, les rides péribuccales également que l'on peut utiliser. Cette toxine botulique, elle est utilisée non seulement par les chirurgiens, mais aussi par les dermatos, voire même les médecins esthétiques. Donc c'est quelque chose qui peut se faire en dehors de la chirurgie, mais qui a quand même apporté un plus, parce que ça règle des choses que la chirurgie ne pouvait pas régler autrefois. Donc c'est finalement l'addition de toutes ces techniques qui sont à disposition maintenant, autour d'une technique chirurgicale de base, qui reste à peu près toujours la même,
qui permet d'avoir un résultat, je dirais, adapté véritablement à chaque patient. Je dirais que ça commence en général par la partie supérieure du visage, aux alentours de la quarantaine, et puis ensuite il y a la partie moyenne du visage, péribuccale, autour de la cinquantaine, et puis après, c'est plutôt la partie cervicale, aux alentours de la soixantaine. Je dirais que plus on intervient tôt, moins ce sera spectaculaire, mais plus on va en avoir le bénéfice, évidemment. Plus on intervient tard, je prends un exemple, par exemple, une dame qui vient d'avoir des petits-enfants, qui lui font la remarque que voilà, il y a des choses qui pendent un petit peu au niveau du cou. Et si la dame a 70 ans, il est évident qu'elle va avoir une peau beaucoup plus marquée. Alors, certes, ça va être spectaculaire, mais malgré tout, elle aura quand même ses 70 ans au niveau de l'aspect général, si vous voulez. Faut pas, si on veut en profiter quand même, il ne faut pas attendre trop. Après, il faut que les gens soient prêts psychologiquement, bien sûr. Hein. Et c'est souvent une réflexion d'un proche, c'est souvent une séparation, quelque chose qui permet de franchir le pas. C'est une intervention chirurgicale, une véritable intervention chirurgicale, donc évidemment il y a un certain nombre de risques comme pour n'importe quelle procédure. Bon, voilà. Après, il est évident que c'est notre rôle de les minimiser, avec l'expérience aussi, avec toutes les précautions d'usage. Le risque majeur, c'est l'insatisfaction, c'est de ne pas arriver au résultat escompté. C'est peut-être aussi une récidive, un certain degré de récidive, c'est-à-dire que il est évident que le résultat que vous avez, par exemple, un mois après, n'est pas le même que vous aurez un an après, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et vous ne, c'est pas parce que vous avez refixé des structures que ça ne continue pas à vivre, que la personne ne continue pas à vieillir, que la personne ne continue pas à effectuer des mimiques faciales qui sont le propre et la spécificité de chacun. Et donc on peut observer un certain degré de récidive et il ne faut pas s'en étonner. C'est une question souvent qui revient, est-ce que c'est douloureux? La réponse est oui, c'est une intervention douloureuse, parce que toute cette fixation que l'on fait sous-cutanée, il faut qu'elle tienne le coup, il faut qu'elle soit solide, qu'elle tienne au moins une bonne dizaine d'années, si on veut que ça marche, et si on veut que les patients soient satisfaits. Donc on ne peut pas se permettre de faire les choses à moitié. On est obligé quand même de faire un minimum de choses pour avoir un résultat probant. Voilà. Et donc ça entraîne quand même des phénomènes douloureux. Ces phénomènes douloureux, les patients doivent bien sûr être prévenus. Ils doivent savoir aussi que lorsque cette procédure est effectuée par une équipe dans un établissement spécialisé, et c'est pour ça, je pense qu'il ne peut pas faire ça n'importe où, il faut des équipes, des protocoles, des équipes qui soient bien au courant. Eh bien, si vous faites ça dans ces conditions-là, si vous avez une équipe qui est bien au courant, bien au fait de la situation, eh bien, vous avez tout un protocole antidouleur post-opératoire qui fait que les patients sont un peu shootés la première nuit et exprès pour ne pas avoir mal, et puis après on prend un relais adapté à la maison. Il est important, je crois, dans les suites opératoires, de bien prévenir les gens que ils vont pas se reconnaître forcément du fait du gonflement, du fait de voilà, que c'est normal. Il faut absolument qu'on puisse rester en contact avec eux. D'une façon ou d'une autre, que ce soit le chirurgien directement, ou son assistante, ou l'équipe soignante. Ça, c'est très important. Il faut aussi savoir qu'il y a souvent un petit coup de déprime. C'est normal. Ils se disent souvent, en se regardant, mais pourquoi j'ai fait ça j'aurais pas dû, etc. Et en fait, on les revoit 8-10 jours après, et puis ça va beaucoup mieux, parce que ça a dégonflé, et là, ils se rendent compte que ça commence à prendre forme, et que, oui, effectivement, il y a un résultat. En ce qui concerne les cicatrices de l'intervention, oui, il n'y a pas d'intervention chirurgicale sans cicatrice, ça n'existe pas encore en 2020, mais bon, on ne sait jamais, hein, un jour peut-être.
Donc les cicatrices, le rôle du chirurgien plasticien, c'est de les rendre les plus discrètes possibles. Ce qui est le cas en général. J'ai rarement vu dans mon expérience de plus de 30 ans maintenant de patients se plaindre des cicatrices au niveau d'un lifting. Les cicatrices sont dans le cuir chevelu, autour de l'oreille, à l'intérieur de l'oreille, autour du lobe, et puis derrière, alors plus ou moins selon l'importance de ce qu'il y a à faire au niveau du cou, si c'est un relâchement léger ou un relâchement très important, on est parfois obligé de descendre à l'intérieur du cuir chevelu. Mais les cicatrices, on arrive à les rendre extrêmement discrètes, car fort heureusement au niveau du visage, il y a des plis naturels, et on utilise ces plis naturels pour masquer la cicatrice. En général, l'ensemble des sutures est constitué de fils résorbables qu'il n'est pas nécessaire d'enlever, ce qui facilite pas mal la procédure, sauf au niveau des paupières, où là on est obligé d'enlever les fils très rapidement.